Jean Seberg, la merveilleuse blonde américaine, était la femme de Romain Gary. Entre ces deux-là, ce fut un véritable coup de foudre lorsqu'ils se sont rencontrés à Los Angeles. Jean Seberg, l'une des plus belles femmes d'Hollywood, à 18 ans, elle triomphe en Jeanne d'Arc. À 40 ans, c'est l'égérie de la nouvelle vague. Jean Seberg, l'actrice, est également très engagée dans différentes causes politiques, notamment les luttes pour les droits des Amérindiens et des Black Panthers. Ses engagements financiers dans les cellules politiques lui valent même d'être mises sur écoute par le FBI. Alors, sa fin est tragique puisqu'elle est retrouvée morte le 8 septembre 1979 à l'arrière de sa voiture. L'enquête conclut à un suicide, mais les causes de la mort restent floues. Alain Mamoumani et Antoine Lassagne réouvrent le dossier et font revivre Jean Seberg avec pudeur et talent dans leur livre Kill Jean. Comment ont-ils tué Jean Seberg? Regardez. Alain Mamoumani, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Ensemble, nous allons parler de Romain Gary et de son épouse, l'américaine Jean Seberg. Alors, Romain Gary qui se suicide le 2 décembre 1980 avec un revolver. Il se tire donc une balle dans la bouche. Lettre mystérieusement datée jour J, dans laquelle il est notamment écrit « Aucun rapport avec Jean Seberg ». Une déclaration bien mystérieuse quand même. Jean a été l'amour de sa vie, et même lorsqu'il n'était plus avec elle, il était encore amoureux d'elle, et il a eu le conflit classique d'un homme de 24 ans plus vieux qu'une jeune femme, c'est-à-dire qu'au début c'était le grand amour. Je vous raconterai comment ils se sont rencontrés au consulat des États-Unis. Alors qu'ils étaient tous les deux mariés. Ils étaient mariés avec François Moreuil, qui était un jeune avocat très branché, qu'elle avait connu pendant Bonjour Tristesse. Il avait demandé en mariage. Et ensuite, elle a vécu donc 2 ans avec lui. Et comme il était avocat, il a voulu récupérer le contrat de Jean parce qu'elle détestait Otto Preminger. Elle l'appelait le Führer. Oui. Et donc, il est allé à Los Angeles négocier le contrat avec Jean. Il est allé voir la Columbia. Et son oncle lui avait dit, quand on va quelque part, il faut envoyer ta carte au consul pour qu'il t'aide. Et donc, il a envoyé la carte au consul, qui était à l'époque donc notre Romain ami Gary. Romain Gary. Et Romain Gary a invité Moreuil, qui vient de mourir d'ailleurs, c'est lui qui m'a raconté cette histoire, et sa femme, Jean. Et Leslie Branch, qui était la femme de Romain Gary, a dit, quand j'ai vu entrer Jean Seberg et le regard que Romain lui lançait, j'ai pensé que ça allait être du sport. Parce qu'ils avaient l'habitude, c'était un couple libre, ils avaient l'habitude, mais elle a senti que là... Et alors comment ça s'est passé? Il a vu François, il lui a dit, je pourrais essayer vos chaussures, vous avez des magnifiques Weston. Et il dit oui. Alors, ouais, je pourrais essayer votre femme. François Moreuil lui prête ses chaussures, il les met, il dit, on est bien dans vos chaussures. Bon, et il m'a dit, j'étais très surpris de sa réaction. Donc on a dîné, à la fin je dis, vous pouvez vous occuper de Jean Seberg, qui va rester un peu de temps pour le contrat à Los Angeles, et il a dit, je m'en occuperai. Oui, je ne sais pas s'il a bien fait, il a perdu sa femme. Alors, donc on parlait de cette mort qui était bien mystérieuse quand même. Oui, alors, les 2 morts sont mystérieuses. Non mais la sienne, cette lettre. Mais elles sont liées. Est-ce que ça a un rapport ou pas? Oui, bien sûr, elles sont liées. C'est-à-dire que ce qui est surprenant, et ce que nous avons découvert dans notre enquête avec Antoine Lassagne, on a fait 3 ans d'enquête, c'est que auprès de chacun des époux divorcés, bien sûr, Jean Seberg et Romain Gary, il y avait une sorte de factotum, je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs, Ahmed Hasni, qu'elle l'a connu donc en début 78, c'est-à-dire très peu de temps avant sa mort. Moi, je ne parle pas de suicide, je parle de mort. Et pour Romain Gary, une dame, Leila Belati, qui était aussi près de lui. Les 2 étaient d'origine algérienne. On soupçonne des relations avec Bouteflika et le clan. Donc on ne sait pas pourquoi il y avait ces 2 Algériens. Et quand Jean Seberg a appelé Romain Gary le soir de sa mort, elle lui a dit « Je suis pris dans un réseau de dealers algériens, il faut que tu préviennes Chirac. » Roger Grenier, donc éditeur et ami de Romain Gary à propos du jour de sa mort, voilà ce qu'il écrit. J'ai essayé de reconstituer sa journée. Il avait déjeuné donc avec Claude Gallimard pour parler de ses impôts visiblement. Comme il devait partir en voyage le lendemain, il est allé voir l'infirmière pour lui demander quel médicament emporter. Il se rendait à Genève pour changer son testament. Il avait des doutes. Selon certains de ses amis, il aurait été assassiné
par une proche. De qui s'agirait-il? Bon, voilà. Mais pour l'instant, Grenier dit ça, mais on n'a pas les preuves. Il faudrait que les dossiers sortent. Or, il faut 50 ans pour que les dossiers sortent, donc on n'en est pas loin. Hein. Donc, en fait, elle téléphone donc. Alors, elle va voir Claire de Femme avec Ahmed Hasni. Oui. Et en sortant, elle pleure, parce que c'est son rôle. Elle aurait pu le jouer. Et c'est Romy Schneider qui l'a fait pour Costa Gavras, qui a été très proche d'elle. Donc, elle était un peu désolée, déprimée. Oui. On dit qu'elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à prendre des médicaments contre la dépression. Oui. Et là, elle téléphone à Gary. Ce coup de téléphone, il y avait Jacqueline Dano qui était là, l'actrice, et Gary lui a passé le téléphone. Et elle a dit ça au téléphone, je suis menacée. Oui. Voilà. Et ensuite, à minuit, elle disparaît. On a retrouvé le corps de Jean que 10 jours après. Alors on l'a retrouvée dans des conditions particulières? Très particulières, dans l'arrière de sa R5, oui. Sur la banquette arrière. Oui. Elle était quasiment nue. Oui. Et il n'y avait rien, ni barbiturique, ni alcool, ni rien. Et on lui aurait trouvé 8 grammes d'alcool dans le sang. Et ça s'est prouvé? C'est le rapport qui a été fait par l'Institut médico-légal. Oui. Mais on s'est aperçu que 6 mois après, les restes de l'autopsie de Jean, de Boulin et de Lucé ont été volés dans le coffre de l'Institut médico-légal. Donc il y a pas mal de choses à élucider. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces deux-là s'adoraient. C'était une relation d'amour intense, mais alors une relation super tortueuse. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment, les 3 premières années ont été une passion, parce qu'il a fallu que Jean divorce de Moreuil, et que lui divorce Leslie Branch. Et Leslie Branch ne voulait pas lâcher. Alors qu'ils étaient en relation libre, elle aurait préféré qu'il reste marié avec elle. Voilà, exactement. Elle lui a dit, mais garde-la comme maîtresse, etc. Sa maîtresse, oui, mais la différence, c'est que Gary voulait un enfant. Oui. Il ne voulait pas avoir d'enfant avec sa Elle était trop vieille. Elle était plus vieille que lui. Et donc, la seule chance qu'il avait d'avoir un enfant, et c'est ce qu'a fait Jean, elle a été tombée enceinte. Et là, il y a eu le fameux mariage en douce. Oui. Vous vous souvenez, où ils ont fait un mariage quasiment clandestin dans l'île de Corse, que raconte Ariane Chemin. Donc elle était enceinte et elle ne voulait pas être enceinte sans être mariée. Voilà, à l'époque c'était très puritain, surtout qu'elle fait partie d'une famille luthérienne, c'est-à-dire extrêmement rigoriste, et elle ne voulait pas que ses parents apprennent qu'elle avait eu un enfant avant d'être mariée. Oui. Donc ils ont antidaté la date. D'un côté, c'était l'union libre, c'était je trompe mon mari avec un homme qui n'est pas mon mari, je me permets un coup de foudre alors que je suis encore mariée et que lui est aussi marié, mais ils sont très puritains sur le plan du mariage. Elle est très puritaine parce qu'en fait, elle a une éducation très fidèle à sa grand-mère qui lui racontait des contes, des poèmes. Ce sont des gens qui sont dans le Middle West, dans l'Iowa, à Marshalltown, c'est-à-dire une ville complètement... L'Amérique profonde. Et ça aurait fait un scandale. Et toute sa vie, elle a eu peur de ça. En fait, elle a été moitié Jeanne d'Arc, elle voulait sauver le monde, et moitié Lilith. Dans le film Lilith, où elle est un peu... se posait plein de questions sur la vie, sur elle-même. Elle n'était pas heureuse, elle donnait tout le temps. Alors lui, il l'aime à en mourir, il est jaloux qu'il n'en peut plus, il la suit partout, sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de cinéma, d'ailleurs ça l'empêche même d'écrire. Oui, il a défié en duel Clint Eastwood. Oui. Parce que dans le film... alors est-ce que c'était vrai? Vrai, bien sûr. Elle avait une aventure. Oui, pire que ça. Elle pensait divorcer de Gary pour vivre avec Clint Eastwood. Mais Clint Eastwood, d'abord, a fui quand il a vu arriver Gary, qu'il a défié en chivelle. Et deuxièmement, dès qu'ils sont venus à Los Angeles... courageux. Non, pourtant c'est Clint Eastwood. Et ensuite, à Los Angeles, quand ils sont rentrés pour les studios, il l'a laissé tomber. Ouais. Et sur la question de vieillir, Romain Gary a une phrase extraordinaire. Il dit « catastrophe ». À moi, ça ne m'arrivera jamais. J'imagine que ça doit être une chose atroce. Mais comme moi, je suis incapable de vieillir, j'ai fait un pacte avec le monsieur de là-haut, donc il était croyant. Vous connaissez, j'ai fait un pacte avec lui au terme duquel je ne vieillirai jamais. Il faudrait faire une émission spéciale sur le judaïsme de Gary. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il l'a vécu d'une façon extrêmement originale. Et il a fait sa propre religion. On lui disait qu'il était pour l'humain. Voilà. Donc en fait, effectivement, il s'est inventé un père qui n'était pas juif, qui était un très grand acteur russe. Il a même acheté la concession, renouvelé la concession dans sa pierre tombale au cimetière russe autour de Paris. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours refusé qu'on lui attribue une identité. Oui. Sauf le jour où De Gaulle a dit « les Juifs sont un peuple dominateur »,
Parce que ce jour-là, il est allé voir De Gaulle, qu'il connaissait bien sûr, puisqu'il avait été compagnon de la Libération, en lui disant qu'il ne comprenait pas. Voilà. Et qu'il ne comprenait pas ça. Oui. Donc son judaïsme est arrivé très tardivement. Non, il a été quand même élevé par une mère super juive. C'est vraiment la mère juive personnifiée. Hein. Oui, mais c'était la mère juive dans le sens de ses comportements, où elle le projetait, elle élevait. Pas dans le sens rituel, pas dans le sens rituel ni religion. C'était un libéral, si on emploie les termes d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que finalement, dans la mort, ces deux-là sont toujours ensemble? Ah, mais ils sont tout près l'un de l'autre. Tout près de l'un de l'autre. Elle a eu du mal à s'en sortir après sa mort parce qu'elle n'a pas admis de mourir. Je ne suis même pas sûr qu'elle se soit vue mourir. Oui. Parce qu'elle être balancée comme ça par trois gars dans une couverture pour aller... C'est pas digne d'elle, c'est une femme exceptionnelle. On n'a pas assez dit à quel point... C'est une des premières militantes de toutes les causes. On en parle des causes aujourd'hui. Animales, quand elle avait 13 ans, elle s'occupait des chiens et des chats. Et son père disait, mais pourquoi tu t'occupes? Je ne sais pas, moi, ils me suivent. Voilà, après, elle a défendu, elle a adhéré à la cause des droits civiques, parce qu'il y avait un garçon qui s'est fait taper dessus à la prom, parce qu'il était noir. Elle a adhéré aux droits civiques à 14 ans, 15 ans. Elle a fait des poèmes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a défendu les femmes, qui a défendu les noirs, qui a défendu les Indiens, qui a offert un immeuble aux Indiens dans sa ville, etc. Donc, c'est quelqu'un qui était une militante et qui était très généreuse. Ouais, une militante avant l'heure. Très généreuse. Et Gary, lui, adorait ça. Mais il pensait que c'était futile. Dans Chien blanc, qui est un peu la trame de notre roman, Chien blanc, c'est justement où il dit, écoute, tu vois bien qu'ils se servent de toi. Et regarde, un chien blanc qui est éduqué pour agresser des noirs, si on le donne à un noir, il va en faire un chien noir qui va être éduqué pour éduquer les noirs. C'est pas ça la solution pour l'humain. Merci beaucoup, Alain Mamoumani. Voyez-vous, nous sommes amenés là à un problème que je considère essentiel. C'est que finalement, lorsqu'on pense l'histoire de l'homme, on s'aperçoit que la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, c'est la connerie, avec un C majuscule. Et cela provoque la haine, le mépris, les oppositions insensées entre les hommes. Pour quelqu'un comme moi, qui aspire à l'unité humaine, évidemment, les temps sont très durs en tant que romancier. Il est très difficile pour un romancier de revenir toujours sur le même sujet, c'est-à-dire la défense de cette marge humaine. On n'a pas envie de se répéter. On imagine souvent que ce qu'on a dit, c'est acquis, c'est compris, ça s'est enfoncé dans l'océan culturel de l'espèce. Pas du tout. Il faut recommencer à chaque fois, à chaque génération. Je m'aperçois par exemple, en parlant avec les jeunes, sur le plan littéraire, que Kafka est redécouvert tous les 10 ou 15 ans. C'est fini pour aujourd'hui, que le temps passe vite en votre compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'Histoire et Découverte. En attendant, portez-vous bien et surtout restez bien branchés sur i24 News.